Alors, c'est le conflit du moment. Ça y est, un nouveau conflit apparaît. Je crois que du haut de mes 21 ans, j'ai jamais vécu. Je pense qu'aucun humain n'a vécu une période avec autant de conflits en si peu de temps. C'est-à-dire que nous, la génération des, on va dire des 2000, on a vécu donc déjà la pandémie, évidemment, la pandémie. On a vécu Ukraine-Russie, on a vécu le relancement du conflit israélo-palestinien avec le 7 octobre, on a vécu donc actuellement le conflit indo-pakistanais. Verra-t-on peut-être le conflit chino-taïwanais? Je ne sais pas, je ne le souhaite pas bien évidemment, mais ça c'est juste dingue. Peut-être même le conflit israélo-iranien. Waouh! Ah non, vraiment en ce moment, ça sent l'apocalypse. Et justement, en parlant d'apocalypse, le conflit indo-pakistanais n'est pas celui que vous croyez. Pendant qu'évidemment, les musulmans de Twitter scandent Free, Free Pakistan, parce qu'il y a en fait 90% de musulmans au Pakistan, ce que je peux comprendre. Euh, mais en fait, le conflit, il n'est pas dans ça. Le conflit, il n'est pas dans ça. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, le conflit, là, c'est au-dessus de tout ça. Et vous allez comprendre aujourd'hui les tenants et les aboutissants de ce conflit, et surtout qui se cache derrière. Les volontés de mettre en relation conflictuelle le grand peuple indien et le grand peuple pakistanais, qui finalement se ressemblent. C'est toujours ça de toute manière, hein. Vous savez, à chaque fois qu'un conflit démarre, moi je me cite toujours la phrase de Céline. On a beau me salader en bloc, ce sont les mêmes et toujours les mêmes qui nous poussent derrière les mitrailleuses. Bon, la vraie phrase, c'est pas ça, mais on ne peut pas dire la vraie phrase. Alors bref, vous pensez que l'embrasement indo-pakistanais n'a rien à voir avec les États-Unis? C'est une erreur. Suivez les armes, suivez l'argent. Cela mène à l'OTAN, à l'USAID et au service de renseignement américain voyou. Ça, c'est ce que nous met le compte X Trump Fact News. Je vous incite à le suivre sur X, très intéressant. Donc c'est parti, chers amis, mettez un like, abonnez-vous, etc., etc. On va découvrir tous les tenants et les aboutissants de ce conflit qui cache en réalité, encore une fois, comme il l'a dit, un trafic d'armes et un trafic d'argent, bien évidemment. Il existe de nombreux sujets. Aujourd'hui, nous en abordons un, l'accord secret sur les armes entre l'Ukraine et le Pakistan. Et bien évidemment, il est de notre responsabilité de dire que les populations civiles, elles, quelles qu'elles soient, n'ont rien à voir dans tout ça. Là, on parle des élites et des politiques. Les élites, malheureusement, elles sont jetées comme un os à un chien, j'ai envie de dire, ce qui est assez triste en réalité. Donc évidemment, on déplore les blessés et l'embrigadement des civils dans ce genre de conflit. Commençons par l'argent. Mike Benz Saber a déclaré: nous finançons tous les groupes terro au Pakistan. L'USAID finançait 40 millions de dollars par semaine aux talibans, 122 millions de dollars à l'EI, à l'État islamique. Écoutez bien. Document from the OIG's office. We're just now learning this 2 weeks ago, despite them doing this activity for 30 years. It turns out there's a get out of sponsoring terrorism free card at USAID, which is that USAID cannot directly provide funding to terrorist groups, but their contractors are not required under the grant agreements to go through those, OFAC style, those counterterrorism financing. If a bank did it, you would go directly to jail. Do not pass go. Do not have liberty again for the next 20 years of your life. But if USAID does it, it's completely legal right now. And so this is how you have USAID giving, they just last week $122 million to ISIS. We found, they fund all the terrorist groups in Pakistan. They fund the terrorist groups in the Sahel in Africa. And for what purpose? Donc ça, c'est juste, on va pas se mater l'extrait en entier, on va poursuivre le fil, le thread en anglais. Mais voilà, il dit littéralement que les États-Unis, enfin en tout cas l'USAID, voilà, finance, voilà, à hauteur de 122 millions de dollars des groupes reliés à l'État islamique. Notamment, il dit, voilà, il cite tout ce que vous avez vu. Donc ça, déjà, c'est une première information qu'il faut noter, qu'il faut prendre en compte, avec du recul, bien évidemment, mais c'est pas rien. Ensuite, on apprend que
le Doge a révélé que l'USAID acheminait des fonds vers des groupes terreaux au Pakistan, échappant ainsi à la surveillance du département d'État. L'équipe Doge a également trouvé des armes chargées à l'intérieur de l'Institut américain pour la paix, une organisation paix armée. Réfléchissez-y. Écoutez bien. I guess you can answer that question. Sure. I mean, let's. Yes, we've certainly had some battles. Battles. Yeah. I mean, Yeah. who should talk about Yusuf? Nate. Yeah. Okay. Yeah. So Jesse, there's an agency, a small agency called the United States Institute of Peace. It's definitely the agency we had the most fight at. We actually went into the agency and found that they had loaded guns inside of their headquarters. Institute for Peace. I mean, any given company, any given organizational name is going to be kind of be the opposite of the title. Right. Yeah. Yeah, and so it was by far the least peaceful agency that we've worked with, Yeah. ironically. Of course. Additionally, we found that they were spending money on things like private jets, and they even had a $130,000 contract with a former member of the Taliban. This is real. We don't encounter that at most agencies. Yeah. What was the money going to the Taliban for? So it was a contractor. They received $130,000 for generic services. And to Elon's point, there was not actually a clear description of what the contractor services were for. But Was it for opium unclear. or weapons Or Yeah. nothing. Or nothing. or abroad? Or yeah, nothing. And you naturally have to ask the question, how did we get here? Like when the country was founded, there were only 4 agencies. Alors là, c'est quand même hallucinant. Là, c'est juste hallucinant. Là, vous allez voir dans cette vidéo, on monte à chaque fois de 10 ou 15 étages. C'est réel. L'USAID est le véhicule de financement de l'État profond. Ce ne sont pas des acteurs partisans. Ce sont des agents voyous irresponsables. Et ce n'est pas fini. Le marais n'est pas encore asséché. Selon certains témoignages, de profondes divisions entre factions se font jour au sein de la CIA, du Pentagone, etc. Pourquoi le Pakistan? C'est un point crucial où l'État profond américain se divise. L'ancienne CIA est favorable au soutien des groupes terreaux de type Moudjahidine. De nouvelles factions veulent utiliser l'Inde pour contenir la Chine. Et puis, il y a le lien moins connu du Pakistan avec la guerre en Ukraine à laquelle Trump veut mettre fin. Donc là, on a plein d'informations. Et c'est pour ça que j'en veux pas aux gens sur Twitter, là, les musulmans de 18 ans, tu sais, qui dès qu'une minorité musulmane dans le monde est opprimée, ils soutiennent à fond comme ça. Alors c'est bien parce qu'il y a une sorte de, bon bah voilà, effectivement, vous avez la même religion, vous vous sentez proche d'eux, bon, je peux comprendre. Mais justement, les médias veulent te faire croire que ça va être un conflit religieux, que ça va être un... Les gars, quand même, on a les preuves petit à petit que tout ça, quand même, il y a toujours derrière, ça sent quand même autre chose que le conflit religieux ou que le conflit, bien évidemment. Donc moi, j'essaie à travers cette vidéo de vous donner les outils, vous donner les pièces du puzzle. Après, c'est à vous de remettre le puzzle en place. Mais voilà, vraiment, ne tombez pas dans ce qu'on peut appeler le pathos ou l'émotion. C'est comme le conflit ukraino-russe. À un moment, je veux dire, les poutinolâtres étaient fans de Poutine, donc forcément pro-russe. Et de l'autre côté, c'est différent. La vision ne doit pas être binaire. C'était justement, tout est en mouvement. Il faut toujours comprendre les tenants et les aboutissants. Comment va se passer justement le déroulement de ce conflit-là, s'il continue de se dérouler à l'allure à laquelle il va, malheureusement. Donc bref. Donc là, effectivement, on voit que d'un côté, il y a les intérêts indo-chinois, de l'autre côté, il y a aussi les liens ukraino-pakistanais. Donc, tout ça sont des informations en plus. Après l'attaque terreau au Cachemire en Inde, des avions de forces aériennes britanniques et turcs avaient survolé le Pakistan. Pourquoi? Pas seulement pour dire bonjour. Il s'agissait probablement d'alliés de l'OTAN qui contrôlaient un pipeline de guerre secret. Donc là, on a un petit graphique en anglais, bien évidemment, qui retrace donc de 1940 à 2020 avec certains j'ai perdu le mot. Ils disent voilà, histoire du conflit indo-pakistanais avec des événements. Voilà, j'ai retrouvé le mot, des événements de 1940 à 2020 qui retracent justement l'histoire indo-pakistanaise. Voilà, donc je vous laisse mettre sur pause si vous voulez lire précisément.
Ensuite, il est dit l'année dernière, The Intercept a découvert quelque chose de fou. Le Pakistan a envoyé, des armes à l'Ukraine comme condition pour obtenir de l'argent du FMI, le Fonds monétaire international, d'ailleurs auquel, pendant un moment, Strauss-Kahn était le président. Traduction. S'ils voulaient un plan de sauvetage, ils devaient aider l'OTAN à combattre la Russie. Ils avaient besoin d'argent. L'OTAN avait besoin de bombes. Biden a négocié l'accord. D'ailleurs, il est inutile de vous rappeler, je suppose, que l'Inde comme le Pakistan sont deux puissances nucléaires. Et comme ce sont deux puissances nucléaires, rappelez-vous de ce fameux tweet, de cette fameuse déclaration d'un des dirigeants pakistanais qui disait si aujourd'hui on se fait attaquer par l'Inde, nous n'hésiterons pas justement à riposter, et sachez que si un de nous doit partir, c'est le monde entier qui partira. Donc en gros, il faisait comprendre que si le bateau commence à couler, il emmènera tout le navire avec. Hein, voilà. Donc s'il y a potentiellement un début de conflit nucléaire ou peu importe, ils emmèneront tout le monde. Et là, justement, ce sera peut-être l'occasion de re-recevoir l'excellent Gérard Chevrier sur la chaîne YouTube que j'ai déjà reçu 2 fois, qui est un spécialiste du nucléaire et qui justement nous apprend à comment bien se protéger justement de toute attaque nucléaire. Et des risques d'ailleurs, finalement, il nous informe sur ce qu'est le nucléaire et comment s'en protéger. Alors pourquoi l'OTAN a-t-elle choisi le Pakistan pour l'Ukraine? Raccourci logistique, ça contourne l'Iran et l'Afghanistan. Munitions bon marché de style soviétique, parfaite pour l'Ukraine. Déni plausible, la Russie est moins susceptible de riposter. Il y a peut-être 2 raisons pour lesquelles le Pakistan a choisi de commettre cette attaque terreau à ce moment précis. Tout d'abord, l'angle géopolitique. Après avoir approvisionné l'Ukraine, il ne reste plus que 4 jours de munitions. Le déclenchement d'un conflit pourrait-il aider à relancer la production d'armes et à rester pertinent pour l'OTAN avant l'échéance cruciale du 9 mai fixée par le FMI? La deuxième raison est politique. L'ancien Premier ministre Imran Khan a déclaré non à la prise de parti dans la guerre en Ukraine. Cela n'a pas plu à l'administration Biden. Un média divulgue qu'un diplomate américain a déclaré au gouvernement pakistanais « Tout sera pardonné si vous renvoyez Imran ». Les jeunes et les femmes le soutiennent toujours massivement. Cela a créé une division politique dans le pays et, plus dangereux encore, une division au sein de l'armée où de jeunes officiers soutiennent son programme. Alors, posez-vous cette question. Cette attaque était-elle une manœuvre visant à faire du Pakistan un centre d'armement clandestin de l'OTAN? Une initiative de certaines factions de l'État profond visant à saper le premier accord tarifaire de Trump avec l'Inde? Ou une tactique pour maintenir discrètement la guerre en Ukraine sous le radar? Peut-être les 3. Trump veut la paix en Ukraine, des tarifs qui protègent les emplois américains, plus de financement des guerres étrangères. L'État profond veut une guerre sans fin, accord fantôme, aucune surveillance. Et ils utiliseront le Pakistan, l'Ukraine ou quiconque d'autre qui fera avancer leurs intérêts. Voilà, donc c'est ce que nous a dit c'est ce que nous a fait comprendre Trump Fact News, qui est un excellent compte Twitter. Donc encore merci à lui qui essaye de nous éclairer en tout cas. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, bien que évidemment on peut parler aussi de l'aspect religieux, effectivement, même s'il y a par exemple énormément de musulmans en Inde, 200 millions à peu près, quasiment le même nombre qu'au Pakistan. Le Pakistan, ça représente 90% de leur population, alors qu'en Inde, ça représente une minorité. Et effectivement, cette minorité n'est pas hyper appréciée en Inde, effectivement, notamment avec le président indien qui est assez, qui est hindou, mais qui est surtout assez dur avec toute religion étrangère à l'hindouisme. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte, bien évidemment. Mais vous le savez, c'est un petit peu comme en France. C'est-à-dire que si on met la question identitaire en avant, la question identitaire, elle est intéressante en France. Le peuple français se fait-il grand remplacé? Se fait-il grand métissé? Est-il en train de se faire islamiser, tiers-mondiser, etc. Bien évidemment, mais si on n'a que cette lecture-là, on ne comprend pas le reste. Si on n'importe pas la question sociale, si on n'importe pas la dimension finalement sociale associée à celle de l'identitarisme, à celle de l'identité de la France, on ne comprendra jamais finalement les tenants et les aboutissants si on n'inclut pas notamment les réseaux d'influence. Si on ne comprend pas comment notre président actuel Macron est-il arrivé au pouvoir, de qui est-il entouré, de qui est-il le pion, si tout ça vous ne l'incluez pas et que vous ne lisez
les problèmes de France que par le prisme de la question identitaire, vous resterez bloqué, vous n'avancerez jamais. Et surtout, vous continuerez de souffrir en pensant que le problème c'est l'islam ou en pensant que le problème c'est l'immigration, en confondant d'ailleurs islam et immigration. Bref, de même que le conflit indo-pakistanais ne concerne pas que la rivalité entre le monde indiano-hindou et les musulmans, qui plus est, notamment pakistanais. Pas du tout. Mais c'est aussi à prendre en compte. Voilà, c'est tout ça pour dire. Donc, on va évidemment se renseigner prochainement et on va se tenir au courant de l'actualité sur le conflit. Donc évidemment, je vous incite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu. On vient de passer les 70 000 abonnés, je vous en remercie, chers amis. Et je vous laisse évidemment vous faire votre propre avis en commentaire. Je n'incite personne à penser comme moi ou à quoi que ce soit. J'essaie justement de prendre plusieurs dimensions, de prendre le problème sous tous ses angles, de tous les mettre en avant et ensuite vous faites simplement votre propre avis. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.